Le groin dans les ténèbres. Poursuivant sa route vers le nord, la possession d'un cheval rendant le voyage moins pénible et plus rapide, Conan atteint finalement le royaume à demi civilisé de Kush. Pour lui, comme pour d'autres nordiques, ce pays ne se différencie guère des contrées noires au sud des déserts de Stygie. À la recherche d'un emploi, il trouve très vite l'occasion de faire la démonstration de ses prouesses guerrières. Partie 1. La chose dans le noir. Amboula de Kush se réveillait lentement, ses sens encore engourdis par tout le vin qu'il avait bu la nuit dernière au cours du festin. Durant quelques instants de trouble, il lui fut impossible de se rappeler l'endroit où il se trouvait. La clarté lunaire, filtrant par la petite fenêtre munie de barreaux, encastrés dans la partie supérieure du mur, brillait sur un décor qui ne lui était pas familier. Puis il se souvint. Il gisait dans l'un des cachots de la prison où la reine Tananda l'avait fait jeter. On avait certainement versé une drogue dans son vin. Alors qu'il était allongé, à peine conscient, incapable de se défendre, deux gigantesques noirs appartenant à la garde de la reine s'étaient saisis de lui et du seigneur Ahamès, le cousin de la reine, pour les conduire sans ménagement jusqu'à leur cellule. La dernière chose dont il se souvenait était une phrase de la reine, aussi brutale que le claquement d'un fouet. « Scélérats, vous complotiez et projetiez de me renverser, n'est-ce pas? Vous connaîtrez le sort que je réserve aux traîtres !» Le gigantesque guerrier noir bougea. Un cliquetis métallique lui fit prendre conscience des fers passés à ses poignets et à ses chevilles. Ses chaînes aboutissaient à des crampons de fer massifs, enchaînés dans la paroi. Il regarda autour de lui, scrutant la pénombre fétide. Au moins, songea-t-il, il était toujours en vie. Tananda elle-même devrait y réfléchir à 2 fois avant de faire égorger le commandant des lanciers noirs, l'épine dorsale de l'armée de Kush, le héros des castes inférieures du royaume. Ce qui surprenait le plus Amboula, c'était qu'on l'accusât d'avoir conspiré avec Ahamès. Certes, le prince et lui étaient d'excellents amis. Ils chassaient, s'enivraient et jouaient aux dés ensemble. Ahamès s'était plaint, en privé, de la reine. Son cœur cruel était aussi rusé et perfide que son corps à la peau satinée était désirable. Mais jamais les choses n'étaient arrivées au point d'un véritable complot. De toute façon, Ahamès n'était pas l'homme de ce genre de situation. Jeune, aimant la vie, d'une nature indolente, il ne s'intéressait aucunement à la politique ou au pouvoir. Quelques mouchards, désireux de faire avancer ses propres projets aux dépens d'autres personnes, avaient dû présenter à la reine des preuves de leur culpabilité montées de toutes pièces. Amboula examina ses fers. Même sa force prodigieuse ne réussirait pas à les briser, pas plus que les chaînes fixées au mur. Il ne pouvait espérer davantage à arracher de la paroi les crampons de fer. Il le savait, parce qu'il avait veillé en personne à leur installation. Il savait ce qui allait se passer. La reine les soumettrait à la torture, lui et Ahamès, afin de leur arracher les détails de la conjuration et les noms des autres conspirateurs. Malgré tout son courage barbare, Amboula se sentit faiblir à cette perspective. Sa meilleure chance de s'en sortir était peut-être de mentir, en accusant de complicité les seigneurs et les notables de Kush. Tananda ne pourrait pas les punir tous. Si elle s'y risquait, le complot imaginaire qu'elle redoutait tellement deviendrait rapidement une réalité. Soudain, Amboula fut dégrisé. Un frisson glacé parcourut son épine dorsale. Il n'était pas seul dans le cachot. Il y avait quelque chose. Une présence vivante dont il entendait la respiration. Poussant un cri rauque, il se redressa et regarda autour de lui, essayant de percer les ténèbres. Celle-ci se collait à lui, telles les ailes ombreuses de la mort. À la faveur de la faible lumière filtrant par la petite fenêtre munie de barreaux, l'officier entrevit une forme effroyable et terrifiante. Une main de glace étreignit son cœur, et il connut la peur, pour la première fois de sa vie, bien qu'il ait traversé une vingtaine de batailles. Un brouillard grisâtre et inconsistant flottait dans la pénombre. Des volutes de brume bouillonnaient et tournoyaient, tel un nid de serpent se levant, tandis que la forme spectrale se matérialisait et se solidifiait.
Une terreur sans nom soudait les lèvres frémissantes d'Amboula, et brillait dans ses yeux révulsés, comme il regardait la chose surgir du vide, et se condenser lentement, s'incarner. Au début il aperçut un groin, comme celui d'un porc, recouvert de soie épaisse et hérissée, se tendre vers le cône faiblement lumineux qui filtrait par la fenêtre. Puis il commença à distinguer une forme massive au sein des ombres, quelque chose d'énorme et de bestial. Néanmoins, cela se tenait debout. À une tête porcine s'ajoutaient à présent des bras épais et velus. Ils se terminaient par des mains grossières comme celles d'un babouin. Avec un cri perçant, Amboula se dressa d'un bond. La chose immobile se déplaça, à la vitesse paralysante d'un monstre de cauchemar. Le guerrier noir eut la vision fugitive et démentielle de mâchoires claquant dans le vide et couvertes de bave, de grandes défenses semblables à des ciseaux et de petits yeux noirs porcins qui flamboyaient d'une lueur rouge dans l'obscurité. Puis les pattes bestiales se plantèrent dans sa chair, le maintenant comme dans un étau. Les défenses le transpercèrent, le déchirèrent et le foyèrent. La clarté lunaire tombait sur une forme noire, étendue sur le sol, baignant dans une mare de sang qui s'agrandissait rapidement. La chose grisâtre, au pas lourd, un instant plus tôt occupée à déchiqueter le guerrier noir, avait disparu, se dissolvant dans la brume impalpable d'où elle avait surgi et pris forme. Partie 2. L'horreur invisible. Thutmès! L'appel était pressant. Aussi pressant que le poing qui martelait la porte en bois de teck de la maison du noble le plus ambitieux de Couche. Seigneur Thutmès! Laisse-moi entrer! Le démon s'est manifesté à nouveau! La porte s'ouvrit, et Thutmès apparut sur le seuil. De grande taille, sa silhouette était mince et aristocratique, son visage étroit et sa peau foncée, comme ceux de sa caste. Il était enveloppé dans une robe de soie blanche, comme s'il s'apprêtait à se coucher. Il tenait à la main une petite lampe en bronze. « Qu'y a-t-il, Afari » demanda-t-il. Le visiteur, les yeux brillants, s'élança à l'intérieur de la pièce. Il haletait, comme s'il venait de fournir une longue course. C'était un homme élancé, au corps nerveux et à la peau sombre. Il portait une juba blanche. Plus petit que Thutmès, ses traits étaient plus marqués, trahissant ses ancêtres noirs. Malgré sa hâte, il prit soin de refermer la porte avant de répondre. « Amboula! Il est mort! Dans la tour rouge !»« Comment ?» s'exclama Thutmès. « Tananda a osé faire exécuter le commandant des Lanciers Noirs ?»« Non, non, non ! Elle n'aurait pas été aussi stupide, assurément. Il n'a pas été exécuté, mais assassiné. Quelque chose s'est introduit dans sa cellule. Comment? Seth seul le sait. Lui arrachant la gorge, brisant ses côtes et réduisant son crâne en bouillie. Par les boucles ophidiennes de Derkerta, j'ai vu bien des cadavres. Pourtant, jamais quelqu'un ne fut plus horrible dans la mort qu'Amboula. Thutmès, c'est l'œuvre du démon dont parle le peuple noir avec effroi. L'horreur invisible s'est à nouveau déchaînée sur Méroé. Afari serra la petite idole en argile de son dieu protecteur. L'amulette pendait au bout d'une lanière passée autour de son cou osseux. La gorge d'Amboula a été déchiquetée par des dents, et les marques ne ressemblent pas à celles laissées par les crocs d'un lion ou d'un singe. On dirait plutôt qu'elles ont été faites par des ciseaux, aussi acérés qu'un rasoir. Quand cela est-il arrivé? Vers minuit, sans doute. Les gardiens de la partie basse de la tour, postés près de l'escalier, conduisant à la cellule, où il est enfermé, l'ont entendu crier. Ils se sont rués en haut des marches, et ont fait irruption dans le cachot. Ils l'ont alors trouvé dans l'état que je viens de te décrire. Je dormais aux étages inférieurs comme tu me l'avais demandé. Après avoir vu ce spectacle, je suis venu aussitôt ici, recommandant aux gardes de n'en rien dire à personne. Thutmès sourit. Un sourire froid et cruel, qui n'était guère agréable à voir. Il murmura. Tu connais les colères démentielles de Tananda. Ayant fait jeter en prison Amboula et son cousin Ahamès, elle a fort bien pu ordonner la mort d'Amboula. Et le cadavre a été mutilé, afin que cela ressemble à l'œuvre du démon qui hante ce pays depuis si longtemps. N'aurait-elle pu agir ainsi, dis-moi? Une lueur de compréhension apparut dans les yeux d'Afari.
Le prenant par le bras, Thutmès poursuivit. Pars à présent, et frappe avant que la reine soit informée de ces faits. Rends-toi tout d'abord à la Tour Rouge, avec un détachement de lanciers noirs, et fais massacrer les gardes pour s'être endormis durant leur service. Veille à ce que l'on sache que tu agis sur mes ordres. Cela démontrera aux Noirs que j'ai vengé leur commandant, et privera Tananda d'une arme précieuse. Tue-les, avant qu'elle puisse ordonner elle-même leur exécution. Ensuite, répands la nouvelle auprès des nobles et autres notables. Glisse-leur à l'oreille que si c'est la façon de Tananda d'en user avec les puissants de son royaume, il ferait mieux d'être tous sur leur qui-vive. Enfin va trouver le vieil Agira, le jeteur de sorts de la cité extérieure. Ne lui dis pas clairement que Tananda est responsable de la mort d'Ambula. Laisse-le lui entendre. Afari frissonna. Comment un homme ordinaire pourrait-il mentir à ce démon? Ses yeux sont comme des braises ardentes. Il semble contempler des abîmes sans nom. Je l'ai vu ordonner à des cadavres de se lever et de marcher. Des grades sans chair ont entrechoqué leurs mâchoires et grimacé un horrible sourire. Ne mens pas, répondit Thutmès. Fais-lui seulement part de tes propres soupçons. Après tout, même si un démon a vraiment tué Ambula, c'est un être humain qui l'a évoqué au cœur de la nuit. Il se peut que Tananda soit derrière tout ceci, finalement. Allons, pars vite à présent. Après le départ d'Afari, se rendant en hâte à la Tour Rouge selon les ordres de son maître, Thutmès resta un moment au milieu de la pièce, ornée de tapisseries d'une magnificence barbare. Une fumée bleutée montait lentement d'un brûle-encens en cuivre, placé dans un coin. Puis il appela. « Muru !» Un bruit de pas rapide. Celui de pieds nus. Une teinture écarlate, tendue sur l'une des parois de la pièce, fut écartée sur le côté. Un homme incroyablement grand, au corps émacié, baissa la tête pour passer sous le linteau de la porte secrète, et entra dans la chambre. « Me voici, maître, » dit-il. L'homme qui dépassait Thutmès, pourtant déjà grand, d'une bonne tête, portait un vêtement ample de couleur écarlate, tombant de l'une de ses épaules comme une toge. Bien que sa peau fût aussi noire que le jais, ses traits étaient aquilins, comme ceux de la case dirigeante de Méroé. Ses cheveux frisés formaient un casque étonnant autour de sa tête. « Est-il revenu dans sa cellule ?» s'informa Thutmès. « Oui, seigneur. »« Tout est en ordre ?»« Absolument, maître. » Thutmès fronça les sourcils. « Comment peux-tu être certain qu'il exécutera toujours les ordres et qu'il reviendra ensuite vers toi ? Ne crains-tu pas qu'un jour, après que tu l'auras libéré, il ne te mette en pièces pour retourner vers ces dimensions impies, quelles qu'elles soient, qu'il appelle sa demeure ?» Muru écarta ses mains. « Les sortilèges que j'ai appris auprès de mon maître, le magicien stygien en exil, et qui permettent de contrôler le démon, ont toujours été efficaces. » Thutmès s'adressa au sorcier un regard perçant. « Il me semble que vous autres magiciens passez la plus grande partie de votre vie en exil. Comment savoir si quelque ennemi ne t'a pas acheté, te demandant de lâcher le monstre sur moi un jour prochain? Oh, maître, ne te fais pas de telles idées. Sans ta protection, où irais-je? Les Kushites me méprisent car je ne suis pas de leur race, et pour les raisons que tu sais, je ne puis retourner à Cordafa. Dans ce cas, prends grand soin de ton démon. Nous aurons certainement besoin de lui avant longtemps. Cet imbécile à la langue trop pendue, Afari, n'aime rien tant que de jouer les hommes avisés aux yeux des autres. Il va répandre la nouvelle du meurtre d'Ambula, embelli de mes insinuations quant au rôle tenu par la reine dans cette affaire. Tout cela au moins une centaine d'oreilles attentives. La dissension qui oppose Tananda à ses seigneurs ne tardera pas à grandir et j'en récolterai le bénéfice. Thutmès eut un gloussement joyeux, fait rare chez lui. Puis versa du vin dans 2 coupes d'argent. Il entendit une au sorcier décharné qu'il accepta, d'une courbette muette. Thutmès reprit. Bien sûr, il ne mentionnera pas qu'il est à l'origine de ce jeu sinistre, en raison de ces fausses accusations portées contre Ambula et Ahamès, sans ordre de ma part, je le précise. Il ne sait pas que,
grâce à tes talents de nécromant, Muru mon ami, je suis au courant de tout. Il fait semblant d'être dévoué à ma cause et à notre faction, mais il nous dénoncerait tous à l'instant même s'il estimait pouvoir en tirer un quelconque profit. Son ambition est d'épouser Tananda et de gouverner Kush en tant que prince consort. Lorsque je serai roi, j'aurai besoin d'un agent plus digne de confiance que cet Afari. Sirotant son vin, Thutmès réfléchit. Depuis que Feu le roi, son frère, a péri au cours d'une bataille contre les Stygiens, Tananda, pour rester sur le trône d'ivoire, a joué un jeu dangereux, dressant une faction contre l'autre. Pourtant elle manque de caractère et incapable de garder sous sa coupe un pays qui, par tradition, n'accepte pas l'autorité d'une femme. C'est une débauchée, irréfléchie et impulsive, dont la seule méthode pour s'assurer du pouvoir est de faire exécuter sur l'heure le noble qu'elle redoute le plus. En agissant ainsi, elle met sur le qui-vive et dresse contre elle tous les autres. Aussi, continue de surveiller étroitement Afari, et tiens la bride serrée à ton démon, Muru. Nous aurons encore besoin de cette créature. Lorsque l'homme de Cordafa fut parti, baissant à nouveau la tête pour franchir le seuil de la porte, Thutmès monta un escalier en acajou poli. Il déboucha sur le toit en terrasse de son palais, éclairé par la lune. Regardant par-dessus le parapet, il vit à ses pieds les rues silencieuses de la cité intérieure de Méroé. Il parcourut du regard les palais, les jardins et la grande place, où un millier de cavaliers noirs pouvaient en un instant surgir au galop, venant des cours des baraquements contigus. Plus loin, il apercevait les grandes portes en bronze de la cité intérieure, et au-delà, la cité extérieure. Méroé se dressait au milieu d'une grande plaine. Les prairies ondoyantes s'étendaient jusqu'à l'horizon, seulement interrompues, de place en place, par des collines peu élevées. Une rivière resserrée serpentait à travers les prairies, passant à proximité des faubourgs de la cité extérieure. Un mur imposant et massif entourait les palais de la classe dirigeante, séparant les deux cités. Les dirigeants étaient les descendants de Stygiens venus dans le sud des siècles plus tôt, pour se tailler un empire et mêler leur sang fier à celui de leurs sujets noirs. La cité intérieure avait des rues régulières, de belles places, des maisons en pierre et des jardins. En revanche, la cité extérieure était un enchevêtrement désordonné de huttes en terre séchée. Ces rues étaient sinueuses et aboutissaient à des espaces découverts de formes irrégulières. Le peuple noir de Kush, les aborigènes de ce pays, vivait dans la cité extérieure. Seule la caste régnante demeurait dans la cité intérieure, à l'exception de leurs domestiques et des cavaliers noirs, leurs servants de garde. Thutmès inspecta du regard cette vaste perspective de huttes. Des feux brillaient sur les places délabrées. Des torses s'agitaient ici et là dans les rues tortueuses. De temps à autre, des bribes de chansons parvenaient jusqu'à lui. Un chant barbare dont les accents rauques exprimaient la colère ou le désir sanguinaire. Thutmès serra son manteau plus étroitement autour de lui et frissonna. S'avançant sur la terrasse, il s'immobilisa à la vue d'une forme endormie sous l'un des palmiers du jardin artificiel. Il la poussa du pied. L'homme se réveilla et se leva d'un bond. « Soyons brefs, » l'avertit Thutmès. « C'est fait. Amboula est mort. Avant l'aube, tout Méroé saura qu'il a été assassiné sur l'ordre de Tananda. »« Et le démon ?» chuchota l'homme en grelottant. « Rassure-toi, il a réintégré sa cellule. Écoute-moi attentivement, Shuba. Il est temps que tu partes. Va chez les Shémites et cherche jusqu'à ce que tu aies trouvé la femme appropriée, une femme blanche. Ensuite, ramène-la ici au plus vite. Si tu es de retour avant la nouvelle lune, je te donnerai ton poids en argent. Si tu échoues, je suspendrai ta tête à une branche de ce palmier. » Shuba se jeta à terre et toucha du front la poussière. Se relevant, il quitta rapidement la terrasse. Thutmès regarda à nouveau dans la direction de la cité extérieure. D'une façon étrange, les feux semblaient briller d'un éclat accru. Un tam-tam avait commencé de battre avec une monotonie de mauvais augure. Une clameur soudaine, des hurlements furieux, monta vers les étoiles.
Ils ont appris la mort d'Amboula, murmura Thutmès. À nouveau son corps fut secoué par un violent frisson. Partie 3. Entrée en scène de Tananda. L'aube éclairait de flammes écarlates le ciel au-dessus de Méroé. Les rayons d'une lumière vive et vermeille transperçaient l'air brumeux, réfléchi par les dômes gainés de cuivre et les flèches de la cité intérieure, ceinte de son mur de pierre. Bientôt, la journée commença pour les habitants de Méroé. Dans la cité extérieure, des femmes noires à la beauté sculpturale se rendaient sur la place du marché, portant sur leurs têtes calebasses et paniers, tandis que des jeunes filles jacassaient et riaient en route vers les puits. Des enfants nus jouaient et se battaient dans la poussière, se poursuivant dans les rues étroites. De gigantesques noirs étaient accroupis sur le seuil de leurs huttes au toit de chaume, vaquant à leurs affaires, ou bien nonchalamment allongés sur le sol, à l'ombre. Sur la place du marché, des marchands installés sous des bâches bariolées proposaient des pots et d'autres objets, vantaient leurs légumes et des produits variés étalés sur le sol. Des noirs discutaient et marchandaient, en des palabres sans fin, des régimes de bananes, de la bière du même fruit et des parures en cuivre martelées. Des forgerons étaient courbés sur de petits feux de charbon de bois, frappant avec vigueur et trempant dans l'eau, fer à cheval, couteau et pointe de lance. Le soleil ardent dardait ses rayons sur l'ensemble. La sueur, l'allégresse, la colère, le dénûment, l'énergie, la saleté et la vigueur du peuple noir de couche. Soudain, il se produisit un changement. Des exclamations de surprise fusèrent. Un frisson d'excitation parcourut la foule. Dans un martèlement de sabots, un groupe de cavaliers surgit, se dirigeant vers les grandes portes de la cité intérieure. Il y avait une demi-douzaine d'hommes et une femme. Elle dominait le groupe. Sa peau était d'un brun foncé. Ses cheveux formaient une nasse épaisse et noire, coiffée en arrière, et retenue par une résille au fil d'or. En dehors des sandales à ses pieds, et des plaques en or incrustées de gemmes, recouvrant en partie ses seins fermes et pleins, son seul vêtement était une jupe courte, serrée à la taille. Ses traits étaient réguliers, ses yeux brillants et intrépides, remplis de défis et d'assurance. Elle guidait son pur sang cushite avec aisance et maîtrise, au moyen d'une bride ornée de joyaux et de rênes en cuir écarlate, très large et ouvragée d'or. Ses pieds chaussés de sandales étaient glissés dans de grands étriers en argent. Une gazelle était attachée en travers de son arçon de sel. 2 chiens de chasse, au corps élancé, couraient derrière son cheval. Comme la femme traversait la place, activité et conversation s'interrompirent. Les visages noirs se firent revêches. Les yeux sombres flamboyèrent d'une lueur rouge. Les gens tournaient la tête pour se chuchoter à l'oreille. Les murmures grandirent et s'enflèrent pour devenir une rumeur audible de mauvais augure. L'adolescent qui se tenait à la hauteur de la jeune femme devint nerveux. Il regarda devant lui, scrutant la rue sinueuse. Estimant la distance qui les séparait des portes de bronze, encore cachées par l'enchevêtrement des cases, il chuchota. Le peuple gronde. Traverser la cité extérieure aujourd'hui était une folie. Tous les chiens noirs de couche ne sauraient m'empêcher d'aller à la chasse, répliqua la jeune femme. S'ils deviennent menaçants, lancez vos chevaux sur eux, piétinez-les. Plus facile à dire qu'à faire, grommela l'adolescent, en parcourant du regard la foule silencieuse. Ils sortent de leur maison et se massent dans la rue sur notre passage. Regardez là-bas. La rue débouchait sur une vaste place, de forme irrégulière, où les Noirs étaient accourus en foule. Sur un côté de cette place se dressait une maison de boue séchée et de troncs de palmiers, plus importante que les bâtisses adjacentes. Une grappe de crânes humains était suspendue au-dessus de sa porte. C'était le temple de Jula, que la caste dirigeante appelait avec mépris la maison du diable. Le peuple noir vénérait Jula, et non Seth, le dieu serpent de leurs dirigeants et de leurs ancêtres stygiens. La foule noire avait envahi la place, fixant les cavaliers d'un air maussade.
Il y avait quelque chose de menaçant dans son attitude. Tananda, commençant à ressentir une certaine nervosité, ne remarqua pas un autre cavalier qui se dirigeait vers la place, venant d'une autre rue. En temps normal, ce cavalier aurait attiré l'attention de tous, n'étant ni brun ni noir. C'était un homme blanc, portant casque et cotte de maille. « Ces chiens nous cherchent querelle !» murmura le jeune homme placé à côté de Tananda, dégainant à moitié son épée incurvée. Les autres gardes, des noirs comme les gens massés autour d'eux, se rapprochèrent de la reine, mais sans sortir leurs lames. Le murmure sourd et inquiétant grandit. La foule restait immobile. « Passez au milieu d'eux! Qu'ils s'écartent !» ordonna Tananda, en éprenant son cheval. Les noirs reculèrent à contre-cœur, comme elle s'avançait. Soudain, une silhouette sombre et émaciée sortit de la maison du diable. C'était le vieil Agira, le jeteur de sorts. Son seul vêtement était un pagne. Montrant du doigt Tananda, il s'écria « La voici qui passe sur son cheval, elle dont les mains ont trempé dans le sang, elle qui a assassiné Ambula !» Son cri fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Un grondement ample s'éleva de la foule. Les Noirs déferlèrent, s'élançant vers la reine en hurlant « Mort à Tananda !» En un instant, une centaine de mains noires se tendaient et agrippaient les jambes des cavaliers. L'adolescent éprena son cheval, s'interposant entre Tananda et la foule. Une pierre siffla et lui fracassa le crâne. Les gardes, frappant et tailladant vers la horde déchaînée, furent arrachés de leurs montures et jetés à terre, battus, piétinés, mis en lambeaux. Tananda, cédant enfin à la terreur, poussa un hurlement tandis que son cheval se cabrait. Une vingtaine de formes noires enragées, des hommes et des femmes, se saisirent d'elle. Un géant l'attrapa par la cuisse. Il la fit basculer de sa selle et tomber vers les mains furieuses qui l'attendaient impatiemment. Sa jupe fut déchirée et arrachée de son corps, volant dans les airs au-dessus d'elle. Un mugissement de rire grossier monta de la foule houleuse. Une femme cracha au visage de Tananda, lui arrachant ses plaques pectorales et griffant de ses ongles noircis les seins de la reine. Une pierre frôla sa tête, la blessant légèrement. Tananda aperçut une pierre serrée dans une main. Son propriétaire cherchait à arriver jusqu'à elle, dans la cohue, pour lui faire sauter la cervelle. Des dagues étincelèrent. Seul le nombre même des Noirs en folie qui se bousculaient, se pressaient, s'écrasaient, empêchait qu'elle fût mise à mort à l'instant. Un rugissement monta. « Au temple de Jula !» Une clameur répondit aussitôt à cette injonction. Tananda se sentit soulevé, à moitié porté, à moitié traîné par la foule frénétique. Des mains noires la tenaient par les cheveux, les bras et les jambes. Des poings serrés cherchaient à la frapper, étaient arrêtés ou déviés par la multitude. Il y eut un choc. Sous l'impact, la foule chancela et tangua au moment où un cavalier, sur un puissant coursier, se jeta dans la mêlée, heurtant les Noirs de plein fouet. Des hommes hurlèrent et furent jetés à terre, aussitôt piétinés par les sabots meurtriers du cheval. Tananda entrevit une silhouette qui se dressait au-dessus de la mer humaine. Un visage hâlé et couvert de cicatrices, sous un casque d'acier. Une grande épée qui se levait et s'abattait dans une pluie de sang. Puis une lance jaillit de la foule, pointée vers le haut, elle éventra le coursier. Celui-ci poussa un hennissement, fit un écart et s'abattit. Le cavalier sauta à terre en souplesse, continuant de frapper à gauche et à droite. Des lances cherchaient à le transpercer avec fureur. Elles étaient déviées par son casque, et le bouclier passait à son bras gauche, tandis que son épée à large lame fendait chair et os, fracassait des crânes, et répandait des entrailles dans la poussière maculée de sang. Les assaillants faiblirent un instant. Faisant le vide autour de lui, l'étranger se baissa et empoigna la jeune femme terrifiée, l'aidant à se relever. La protégeant de son bouclier, il recula lentement, se découpant un chemin sanglant jusqu'à ce qu'il sente un mur dans son dos. La poussant derrière lui, il fit face à la foule, résistant à l'assaut des Noirs qui écumaient de fureur et hurlaient comme des démons. Un fracas de sabots retentit. Un détachement de gardes
surgit sur la place, balayant et poussant devant eux les émeutiers. Les Cushites, pris de panique, s'enfuirent en criant vers les rues latérales, laissant une vingtaine de cadavres sur le sol. Le capitaine des gardes, un noir gigantesque, resplendissant dans son uniforme de soie écarlate ouvragé d'or, s'approcha et mit pied à terre. « Tu as été long à venir !» dit Ananda, qui avait recouvré ses esprits et sa morgue. Le visage du capitaine devint couleur de cendre. Avant qu'il puisse bouger, Tananda fit un signe aux hommes placés derrière lui. À deux mains, l'un d'eux enfonça sa lance entre les omoplates du capitaine. L'impointe ressortit de l'autre côté, saillant de sa poitrine. L'officier tomba à genoux. Une demi-douzaine d'autres lances achevèrent le travail. Tananda secoua ses longs cheveux noirs en désordre, et se tourna vers son sauveur. Elle saignait d'une vingtaine d'égratignures et de blessures superficielles. Elle était aussi nue qu'au jour de sa naissance. Pourtant, elle fixait l'homme sans aucune gêne ni faiblesse. Il lui retourna son regard. L'expression de l'étranger trahissait une admiration sans détour pour sa maîtrise de soi, ainsi que pour la perfection de ses membres bruns et de ses seins au globe voluptueux. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Je suis Conan, le Cimérien, » grogna-t-il. « Cimérien » Elle n'avait jamais entendu parler de ce lointain pays, qui se trouvait à des centaines de lieues plus au nord. Elle fronça les sourcils. « Tu portes une cuirasse et un casque stygien. Ne serais-tu pas plutôt stygien ?» Il secoua la tête, et un rictus découvrit ses dents blanches. « Un stygien a bien voulu me céder sa cuirasse, mais j'ai dû d'abord tuer cet imbécile. Que viens-tu faire à Méroé ?»« Je suis un mercenaire errant, » répondit-il simplement. « Je loue mon épée contre de l'or. Je suis venu tenter ma chance dans cette région. » Il pensait qu'il serait peu avisé de sa part de lui raconter ses exploits précédents, quand il était pirate infestant la côte noire, ou bien chef de guerre de l'une des tribus de la jungle du sud. Le regard de la reine parcourut avec une lueur admirative la forme gigantesque de Conan, mesurant la largeur de ses épaules et la robustesse de sa poitrine. « Entendu, je loue ton épée, » dit-elle finalement. « Quel est ton prix ?»« Que m'offres-tu » répliqua-t-il, avec un regard plein de tristesse vers la carcasse de son cheval. « Je suis un aventurier, un guerrier errant sans le sou, à présent sans monture, hélas. » Elle eut un mouvement vif de la tête. « Non, par 7, tu n'es plus sans le sou, car je te fais capitaine de ma garde royale. 100 pièces d'or par mois m'assurerait-elle de ta loyauté ?» Il regarda négligemment vers la forme immobile du précédent capitaine, qui gisait dans la soie, l'acier et le sang. Ce spectacle n'assombrit pas le moins du monde son rictus soudain. « Je le pense, » fit Conan. Partie 4. L'esclave blonde. Les jours passaient. Les phases de la lune se succédaient. Un bref soulèvement confus des castes inférieures fut réprimé d'une main de fer par Conan. Shuba, le serviteur de Thutmès, revint à Méroé. Il alla trouver celui-ci dans sa chambre, où des peaux de lion ornaient le sol de marbre, et lui déclara: « J'ai trouvé la femme que tu désirais, maître. Une jeune Némédienne, capturée à bord d'un navire marchand d'Argos. J'ai donné au négrier Shémite une somme rondelette en pièces d'or pour la voir. »« Voyons cela, » fit Thutmès. Shuba sortit de la pièce. Un instant plus tard, il réapparaissait, tirant une jeune fille par le poignet. Elle était élancée. Son corps blanc formait un contraste éblouissant avec les corps bruns et noirs auxquels Thutmès était habitué. Ses cheveux tombaient sur ses épaules blanches en de souples ondulations blondes et lumineuses. Elle était seulement vêtue d'une chemise en lambeaux. Shuba la lui ôta, exposant sa nudité frissonnante au regard de Thutmès. Ce dernier hocha la tête, d'une manière impersonnelle. Belle marchandise, en vérité. S'il y avait un trône en jeu, je serais sans doute tenté de la garder pour moi. Lui as-tu appris le Cushite, comme je te l'avais ordonné? Oui, dans la cité des Stygiens, et ensuite tous les jours, tandis que nous faisions route avec une caravane. À la différence des Shémites, je lui ai inculqué la nécessité d'apprendre en douceur. Elle s'appelle Diana. Thutmès prit place sur un divan,
et fit signe à la jeune fille de s'asseoir, les jambes croisées, sur les dalles de marbre à ses pieds, ce qu'elle fit. « Je vais t'offrir en guise de présent à la reine de Couche, lui apprit-il. Officiellement, tu seras son esclave. De fait, tu continueras de m'appartenir. Je te ferai parvenir mes ordres régulièrement, et tu auras soin de les exécuter parfaitement. La reine est cruelle et emportée. Aussi prends garde de ne pas la mettre en colère. Tu ne révéleras rien, même sous la torture. Des liens t'unissant toujours à moi. Pour que tu ne sois pas tenté de me désobéir, au cas où tu t'imaginerais être hors de mon atteinte une fois dans le palais royal, je vais te faire la démonstration de mon pouvoir sur toi. » La prenant par la main, il l'entraîna à travers un couloir, puis au bas d'une volée de marches en pierre donnant sur une grande pièce, parcimonieusement éclairée. Cette salle était séparée en deux parties égales, par une paroi de cristal aussi claire que de l'eau. Pourtant, elle était très épaisse, et assez solide pour résister à la charge d'un éléphant. Thutmès conduisit Diana jusqu'à la paroi, et la fit se tenir face à elle, tandis qu'il se reculait. La lumière s'éteignit brusquement. Comme la jeune fille se tenait immobile dans l'obscurité, ses membres graciles, tremblant d'une peur irraisonnée, une lueur commença à poindre au sein des ténèbres. Elle vit surgir et grossir une tête hideuse et difforme. Elle vit un groin bestial, des dents acérées comme des ciseaux, et des soies. La monstruosité s'avança vers elle. Diana poussa un hurlement et se retourna, oubliant dans sa terreur éperdue que la paroi de cristal la mettait à l'abri de la brute. Dans le noir, elle se précipita dans les bras de Thutmès. Elle l'entendit siffler. « Tu viens de voir mon serviteur. Ne me fais pas défaut, car si cela arrivait un jour, il te chercherait et te trouverait où que tu sois. Crois-moi, tu ne pourrais pas lui échapper. » Lorsqu'il lui chuchota autre chose à l'oreille, elle s'évanouit. Thutmès la porta jusqu'en haut des marches et la remit entre les mains d'une noire, avec l'ordre de la ranimer et de lui donner à manger et à boire. Ensuite, elle devrait la baigner, la coiffer, la parfumer et l'habiller. Il comptait la présenter à la reine le lendemain. Partie 5. Le fouet de Tananda. Le jour suivant, Shuba conduisait Diana de Némédi jusqu'au char de Thutmès, l'aidait à monter et prenait les rênes. C'était une autre Diana, lavée, coiffée et parfumée, dont la beauté était rehaussée par l'ajout discret de fard et de rouge. Elle portait une robe de soie si fine qu'on pouvait voir chaque contour de son corps à travers l'étoffe diaphane. Un diadème d'argent étincelait sur ses cheveux blonds. Néanmoins, elle était toujours terrifiée. Sa vie avait été un cauchemar depuis que les négriers l'avaient enlevée. Au cours des longs mois qui avaient suivi, elle avait essayé de se réconforter, avec la pensée que rien ne dure éternellement. Sa situation était si mauvaise qu'elle ne pouvait que s'améliorer. Hélas, les choses n'avaient fait qu'empirer. À présent, elle allait être offerte en guise de cadeau à une reine irascible et cruelle. Si elle survivait, elle serait placée devant une douloureuse alternative. Être livrée au monstre, ou bien se voir soupçonnée par la reine. Si elle refusait d'espionner pour le compte de Thutmès, celui-ci lâcherait la brute immonde sur elle. Si elle exécutait ses ordres, la reine s'en apercevrait très certainement, et la ferait mettre à mort d'une façon encore plus épouvantable. Au-dessus d'elle, le ciel avait des reflets métalliques. À l'ouest, des nuages s'amoncelaient et s'épaississaient. La saison sèche de Couche se terminait. Dans un grondement sourd, le chariot prit la direction de la grande place située devant le palais royal. Les roues mordirent et crissèrent doucement dans le sable apporté par le vent, puis résonnèrent bruyamment en rencontrant les pavés de rues plus larges. Ils aperçurent peu de membres de la caste supérieure, car le soleil ardent de l'après-midi était à son zénith et la fournaise insupportable. La plupart des méroïtes aisés somnolaient chez eux. Quelques-uns de leurs serviteurs marchaient d'un pas traînant dans les rues. Au passage du chariot, ils tournaient vers eux leurs visages luisants de sueur et les regardaient d'un air stupide. Arrivé au palais, Shuba aida Diana à descendre du char et lui fit franchir les portes de bronze ouvragées d'or.
Un majordome en replaie les conduisit à travers des couloirs, puis les introduisit dans une vaste pièce, décorée avec toute l'opulence et le luxe, ostentatoire, convenant à la chambre d'une princesse stygienne, ce qu'elle était, en un sens. Sur une couche d'ivoire et d'ébène, marquetée d'or et de nacre, était allongée Tananda, seulement vêtue d'une courte jupe de soie écarlate. Les yeux de la reine détaillèrent avec insolence l'esclave blonde qui tremblait devant elle. De toute évidence, la jeune fille était un morceau de choix, une servante de prix. Mais le cœur de Tananda, macérant lui-même dans la trahison, était prompt à soupçonner la traîtrise chez les autres. La reine parla soudain, sa voix contenant une menace voilée. « Réponds, esclave. Pourquoi Thutmès t'envoie-t-il dans ce palais ? »« Je l'ignore. Où suis-je ? Qui êtes-vous » Diana avait une voix haut perchée, aussi ténue que celle d'un enfant. « Je suis la reine Tananda, idiote. À présent, réponds à ma question. »« Je ne connais pas la réponse, madame. Tout ce que je sais, c'est que le seigneur Thutmès m'envoie en présent. »« Tu mens. Thutmès est rongé par l'ambition. Il me hait. Aussi jamais il ne me ferait un cadeau, à moins d'avoir une raison cachée. Il a certainement quelque idée en tête. Parle. Sinon attends-toi au pire. »« Je ne sais pas, je ne sais rien, » gémit Diana, éclatant en sanglots. L'image du démon de Muru la hantait et la terrifiait, presque jusqu'à la démence. Elle n'aurait pu parler, même si elle l'avait voulu. Sa langue aurait refusé d'obéir à son cerveau. « Déshabillez-la » ordonna Tananda. La robe diaphane fut arrachée du corps de Diana. « Attachez-la » dit Tananda. Les poignets de Diana furent liés, la corde lancée par-dessus une poutre et l'extrémité tendue. Les bras de la jeune fille furent brutalement tirés vers le haut et maintenus au-dessus de sa tête. Tananda se leva, un fouet à la main. « À présent, » fit-elle avec un sourire cruel, « nous allons voir ce que tu sais à propos des plans de notre cher ami Thutmès. Encore une fois, parleras-tu » Les sanglots suffoquaient Diana et l'empêchaient de parler. Aussi secoua-t-elle seulement la tête. Le fouet claqua et siffla, cinglant méchamment la peau de la jeune Némédienne, laissant une marque rouge, en diagonale, sur son dos. Diana laissa échapper un cri perçant. « Que signifie tout ceci » gronda une voix puissante. Conan, portant sur sa juba sa cotte de maille et son ceinturon d'épée, se tenait sur le seuil. Des liens intimes l'unissant à Tananda, il avait pris l'habitude d'aller et venir dans le palais sans se faire annoncer. Tananda avait eu bien des amants, parmi lesquels Amboula, mort dans ses geôles. Mais jamais elle n'avait connu de telles étreintes, ni une pareille extase. Et c'était la première fois qu'elle montrait avec autant d'ostentation et d'impudence sa liaison amoureuse avec un homme de son entourage. Elle ne se lasserait jamais de ce géant venu du Nord. Pourtant, à présent, elle se retournait vivement. Seulement une catin nordique dont Thutmès m'a fait cadeau. Sans aucun doute pour qu'elle me plante une dague dans le dos, ou qu'elle verse du poison dans mon vin, fit-elle d'un ton sec. J'essaie de lui souterrer la vérité. Si tu désires me faire l'amour, reviens un peu plus tard. Ce n'était pas la seule raison de ma venue, répliqua-t-il avec un rictus de loup. Il y a aussi une insignifiante affaire d'État. Quelle est cette folie? Tu as permis aux Noirs de pénétrer dans la cité intérieure, afin qu'ils assistent à la mort d'Ahamès sur le bûcher? Quelle folie? Conan? Cela démontrera à ces chiens noirs que l'on ne plaisante pas avec moi. Ce scélérat sera torturé d'une façon dont on se souviendra des années durant. Ainsi périssent tous les adversaires de notre dynastie divine. Qu'objectes-tu à cela, dis-moi? Simplement ceci. Si tu laisses entrer dans la cité intérieure plusieurs milliers de Kushites, et que tu excites ensuite leur désir sanguinaire par le spectacle de torture, il n'en faudra guère plus pour déclencher un nouveau soulèvement. Ta dynastie divine ne leur a pas fourni de grandes raisons de l'aimer. Je n'ai pas peur de cette racaille noire. C'est possible. Mais j'ai sauvé ton joli cou, le soustrayant à leurs griffes par 2 fois déjà. La 3e fois, ma chance pourrait bien tourner. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer à ton ministre, à Fari, à l'instant même.
Il m'a répliqué qu'il exécutait tes ordres et qu'il n'y pouvait rien. Je pensais que tu m'écouterais d'une oreille plus attentive et entendrais la voix de la raison, puisque tes sujets te craignent beaucoup trop pour dire quelque chose risquant de te déplaire. Je ne ferai rien de la sorte. À présent, retire-toi et laisse-moi mon travail, à moins que tu n'aies envie de manier le fouet toi-même. Conan s'approcha de Diana. Thutmès a du goût, dit-il. Regarde, cette pauvre fille est morte de peur, bouleversée. Toute histoire que tu lui arracheras ne vaudra même pas la peine d'être écoutée. Donne-la-moi. Je te montrerai ce qu'on peut obtenir avec un peu de douceur. De la douceur, toi? Ah! Occupe-toi de tes affaires, Conan, et je m'occuperai des miennes. Tu ferais mieux de donner tes instructions aux gardes en vue de la petite fête de ce soir. Tananda lança d'un ton furieux à Diana. À présent parle, friponne! Damnée soit ton âme! Le fouet siffla alors qu'elle ramenait son bras en arrière pour frapper à nouveau. Se déplaçant avec la rapidité souple d'un lion, Conan saisit le poignet de Tananda et le tordit. Le fouet tomba sur les dalles. Lâche-moi! Hurla-t-elle. Tu oses faire usage de la force? Contre moi? Je te ferai! Tu feras quoi? Lui demanda calmement Conan. Du pied, il poussa le fouet dans un coin de la pièce, sortit sa dague et trancha la corde qui liait les poignets de Diana. Les serviteurs de Tananda échangèrent entre eux des regards inquiets. « N'oublie pas ta dignité royale, Altesse !» grimaça Conan, en prenant Diana dans ses bras. « Souviens-toi également de ceci. Tant que je commande la garde, il te reste une chance. Sans moi... Ma foi, tu connais la réponse. Je te verrai ce soir pour l'exécution. » Il se dirigea à grands pas vers la porte, emportant la jeune Némédienne. Poussant un cri de rage, Tananda ramassa vivement le fouet et le lança dans sa direction. Le manche heurta le large dos du Cimérien et le fouet tomba sur le sol. « Tu la préfères à moi uniquement parce que sa peau est blanche, comme le ventre d'un poisson, comme la tienne !» lui cria Tananda. « Tu te repentiras de cette insolence !» Avec un rire retentissant, Conan sortit de la pièce. Tananda s'affaissa sur le sol, frappant le marbre de ses poings et sanglotant de frustration. Quelques instants plus tard, Shuba, ramenant le char de Thutmès vers la maison de son maître, passa devant la demeure de Conan. Il fut stupéfait de voir Conan franchir la porte d'entrée, portant dans ses bras la jeune fille nue. Shuba agita les rênes et poursuivit en hâte son chemin. Partie 6. Noire conspiration. À l'approche du crépuscule, les premières lampes avaient été allumées. Thutmès se trouvait dans sa chambre, avec Shuba et Muru, le sorcier de Cordafa au corps immense. Shuba achevait son récit et lança un regard inquiet vers son maître. « Je vois que je n'avais pas estimé à sa juste mesure l'esprit soupçonneux de Tananda, » déclara Thutmès. « Quel dommage. Avoir gaspillé en pure perte un agent aussi prometteur que cette Némédienne. Allons, on ne touche pas la cible à tous les coups. Néanmoins, une question se pose. Qu'allons-nous faire à présent? Quelqu'un a-t-il vu Agira? Non, seigneur, répondit Shuba. Il a disparu après avoir fomenté cette émeute contre Tananda, avec beaucoup de prudence, si je puis m'exprimer ainsi. Certains disent qu'il a quitté Méroé, d'autres qu'il se cache dans le temple de Jula, se livrant à des pratiques divinatoires, jour et nuit. Si notre divine reine avait eu l'intelligence, ne serait-ce que d'un vermisseau, railla Thutmès, elle aurait fait investir cette maison du diable par quelques gardes résolus, et ordonné que l'on pende les prêtres aux poutres de leur propre toit. Ses compagnons sursautèrent, et échangèrent des regards inquiets. Je sais. Vous avez tous les deux peur de leur sort et de leur gris-gris. Bien. Examinons la situation. À présent, la fille ne nous est plus d'aucune utilité. Si Tananda n'est pas parvenu à lui arracher nos secrets, Conan le fera par des moyens plus doux. De toute façon, en restant chez lui, elle n'apprendra rien d'intéressant pour nous. Par conséquent, elle doit mourir sur le champ. Muru, peux-tu envoyer ton démon dans la demeure de Conan, afin qu'il nous débarrasse de la fille? Ce soir, ce barbare impudent sera occupé ailleurs, avec ses hommes. Cela m'est très facile, maître, répondit l'homme de Cordafa.
Ne devrais-je pas lui ordonner de rester là-bas jusqu'au retour de Conan, afin qu'il le tue également? Car je vois bien que tu ne seras pas roi aussi longtemps que Conan vivra. Tant qu'il conservera son poste actuel, il se battra comme un beau diable pour protéger la reine, sa maîtresse, parce qu'il a promis de le faire, bien qu'il se querelle sur d'autres sujets. Shuba ajouta: Même si nous parvenons à nous débarrasser de Tananda, Conan sera toujours sur notre chemin. Il pourrait devenir roi lui-même. En ce moment, il est pratiquement le roi sans couronne de Couche, le confident et l'amant de la reine. Ces hommes l'adorent, et jurent qu'en dépit de sa peau blanche, il est noir comme eux au fond de son cœur. Entendu, accepta Thutmès. Ainsi leur sort à tous deux est réglé. J'assisterai à l'exécution d'Ahmès sur la grande place, afin que nul ne puisse dire que j'ai participé à ce massacre. Pourquoi le démon ne tuerait-il pas également Tananda? Demanda Shuba. L'heure n'est pas propice. Je dois d'abord me concilier l'approbation des autres nobles, afin qu'ils m'appuient lorsque je revendiquerai le trône. Ce ne sera guère facile. Ils sont trop nombreux à nourrir le rêve de devenir roi de Couche. Ma faction doit être suffisamment forte. Autrement, mon règne serait aussi incertain que celui de Tananda en ce moment. Je me contente de voir venir, la laissant tendre d'elle-même le cou vers le nœud coulant, en raison de ses propres excès. Partie 7. La fin d'un royaume. Au milieu de la place principale de la cité intérieure, le prince Ahmès était attaché à un poteau. Ahmès était un jeune homme grassouillet, à la peau brune, dont l'innocence, même en politique, avait apparemment permis à Farid de le faire tomber dans un piège, au moyen de fausses accusations. Des braséros et des rangées de torches, tout autour de la place, illuminaient une scène infernale. Entre le poteau et le palais royal avait été dressée une plateforme basse où était assis Tananda. Des gardes étaient disposés sur 3 rangées autour de l'estrade. Les flammes lançaient des reflets rougeâtres sur les longues lames de leurs lances, sur leurs boucliers en peau d'éléphant et les plumes de leurs coiffes. Sur un côté de la place, Conan attendait, immobile sur son cheval, devant un détachement de gardes montés, lance à la verticale. Au loin, des éclairs zébraient le ciel, traversant d'épais nuages. Au milieu de la place, où était attaché le prince Ahmès, d'autres gardes avaient dégagé un espace où s'affairait l'exécuteur royal. Il faisait chauffer sur une petite forge les instruments de sa profession. Partout ailleurs, la place avait été envahie par la plus grande partie des habitants de Méroé, confondus en une même foule immense. La lueur des torches faisait briller des yeux et des dents au milieu des peaux noires. Thutmès et ses serviteurs formaient un groupe compact sur la rangée de devant. Conan parcourait la foule du regard, en proie à un sombre pressentiment. Jusqu'ici, tout se déroulait normalement. Mais qui sait ce qui risquait de se passer si des passions primitives étaient excitées au fond de ces âmes sanguinaires? Une anxiété sans nom le tourmentait, obsédant son esprit. Le temps passant, cette angoisse vague se précisa. Il était inquiet, non pas sur le sort de la reine entêtée, mais sur celui de la jeune Némédienne. Il l'avait laissée dans sa demeure, en la seule compagnie d'une servante noire. En effet, il avait besoin de tous ses gardes pour surveiller la foule, massée sur la place. Il connaissait Diana depuis quelques heures à peine. Pourtant, il s'était énormément attaché à elle. Douce, gentille, peut-être même encore vierge, elle contrastait en tout point avec l'impétueuse, ardente, passionnée, cruelle, sensuelle Tananda. Être l'amant de Tananda était une chose très excitante, certes. Néanmoins, Conan avait très vite constaté qu'il aurait volontiers accepté de la troquer contre quelqu'un de moins emporté. Connaissant bien Tananda, il la croyait tout à fait capable d'avoir envoyé l'un de ses serviteurs chez lui, avec l'ordre d'assassiner Diana, pendant qu'il était occupé ailleurs. Au milieu de la place, le bourreau attisait avec un soufflet son feu de charbon de bois. Il retira des braises un instrument qui brilla d'un vif éclat cerise dans l'obscurité. Il s'approcha de l'homme attaché au poteau. Conan ne pouvait entendre ce qu'il lui disait, en raison des murmures de la foule,
Néanmoins, il savait que l'exécuteur de la reine demandait à Ahmès les détails du complot ourdi par lui. Le prince secoua la tête. Ce fut comme si une voix parlait à Conan, à son esprit, l'incitant vivement à retourner chez lui. Dans les régions iboriennes, Conan avait écouté des prêtres et des philosophes discuter et spéculer sur l'existence d'esprits protecteurs, ainsi que sur la possibilité d'une communication directe entre deux personnes, sans l'intervention de la parole. Persuadés qu'ils étaient tous fous à l'époque, ils n'avaient pas accordé une grande intention à leur docte débat. À présent, il lui semblait comprendre ce qu'ils avaient voulu dire. Il essaya de chasser cette sensation, comme un pur produit de son imagination, mais elle réapparaissait, plus forte à chaque fois. À la fin, Conan dit à son capitaine adjudant-major, « Mango, prends le commandement jusqu'à mon retour. »« Où allez-vous, seigneur Conan ?» demanda le noir. « Effectuez une reconnaissance dans les rues, pour être sûr qu'aucune bande de coquins ne s'est rassemblée à la faveur de l'obscurité. Continue de contrôler la situation, je serai vite de retour. » Conan fit virevolter son cheval et quitta la place. La foule s'entr'ouvrit pour le laisser passer. L'intuition en lui était plus forte que jamais. Il encouragea de la voix sa monture qui fila au galop à travers les rues. Bientôt il tirait sur les rênes, l'arrêtant devant sa demeure. Un faible grondement de tonnerre retentit dans le lointain. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lumière à l'arrière. Conan mit pied à terre, attacha son cheval et entra, la main posée sur la poignée de son épée. À cet instant, il entendit un cri de terreur. C'était la voix de Diana. Poussant un juron rauque, Conan se précipita à l'intérieur de la maison, dégainant vivement son épée. Le cri venait de la pièce d'habitation, obscure, seulement éclairée par la faible lueur d'une bougie brûlant dans la cuisine. À la porte de la pièce principale, Conan s'arrêta, pétrifié d'horreur par la scène qui s'offrait à son regard. Diana était recroquevillée sur un divan bas, recouvert de peau de léopard. Le désordre de son vêtement de soie dévoilait son corps d'ivoire. Ses yeux bleus étaient dilatés par la terreur. Flottant au milieu de la pièce, une brume aux volutes grises prenait forme et consistance. Le brouillard tournoyait rapidement, et s'était déjà partiellement condensé en une forme massive et monstrueuse, aux épaules affaissées et couvertes de poils. Conan entrevit la tête contrefaite de la créature, avec son groin porcin hérissé de soie, et ses mâchoires hérissées de défense qui claquaient avec fureur. La chose terrifiante s'était solidifiée, surgissant dans l'air et se matérialisant par quelque magie démoniaque. Des légendes primitives surgirent dans l'esprit de Conan. Des récits concernant des créatures horribles et bestiales qui rôdaient dans la nuit et massacraient avec une rage inhumaine. Le temps de la moitié d'un battement de cœur, ses peurs ataviques le firent hésiter. Puis, avec un grondement furieux, il bondit en avant pour livrer bataille, et trébucha sur le corps de la servante noire. Celle-ci s'était évanouie, et gisait sur les dalles de marbre, juste au-delà du seuil. Conan perdit l'équilibre, et s'étala de tout son long. Son épée vola de ses doigts. Au même moment, le monstre se retournait avec une rapidité surnaturelle, et se jetait sur Conan, en un bond prodigieux. Comme le cimérien tombait à plat ventre, le démon passa très nettement au-dessus de son corps, et elle a cogné contre le mur de l'entrée. Les combattants se relevèrent aussitôt. Le monstre bondit à nouveau sur Conan. La lueur d'un éclair au dehors fit briller ses grandes défenses acérées. Le cimérien leva et enfonça son coude gauche sous la mâchoire de la créature, tandis que de sa main droite, il cherchait fébrilement sa dague. Les bras velus de la chose bestiale se refermèrent sur Conan et le broyèrent. Le dos d'un homme moins robuste aurait été brisé à l'instant. Les vêtements du cimérien se déchirèrent tandis que les griffes de la bête s'enfonçaient dans le tissu et le lacéraient. Plusieurs mailles de sa cuirasse cédèrent avec un bruit métallique et sec. Les deux adversaires faisaient à peu près le même poids, mais la force du démon était incroyable. Comme il bandait le moindre de ses muscles, Conan sentit que son avant-bras gauche était lentement plié et forcé en arrière. Les redoutables mâchoires et l'horrible groin se rapprochèrent de son visage, de plus en plus près. Dans la pénombre, ils étaient soudés l'un à l'autre, se démenant, soufflant, titubant,
comme une danse grotesque. Conan cherchait sa dague, à tâtons, tandis que le démon approchait ses défenses, inexorablement. Conan réalisa que son ceinturon avait dû se mettre de guingois. L'arme était hors d'atteinte. Il sentit que sa force, pourtant titanesque, commençait à faiblir. À cet instant, quelque chose de froid fut poussé dans le creux de sa main droite, qui tâtonnait. C'était la poignée de son épée, que Diana avait ramassée sur le sol et pressée contre sa paume. Ramenant en arrière son bras droit, Conan pointa l'épée vers le corps de son adversaire. Il poussa. La peau du monstre semblait d'une dureté anormale. Conan accentua sa poussée, et la lame s'enfonça droit au but. Claquant spasmodiquement des mâchoires, la créature émit un grognement bestial. Conan plongea sa lame à plusieurs reprises dans le corps de la créature. La brute couverte de poils semblait indifférente à la morsure de l'acier. Les bras démoniaques serraient le cimérien toujours plus fort, en une étreinte mortelle. Les mâchoires au croc effilés comme des rasoirs menaçaient dangereusement son visage. D'autres mailles de sa cuirasse cédèrent, avec un tintement musical. Des griffes fendirent sa tunique, creusant des sillons sanglants dans son dos ruisselant de sueur. Un liquide visqueux, qui ne ressemblait en rien à du sang d'un être humain, coulait des blessures de la créature, maculant les vêtements de Conan. Finalement, le cimérien plia les genoux, et d'une brusque détente, enfonça ses deux jambes dans le ventre de la créature. Il avait fait appel à ses dernières réserves d'énergie. L'étreinte fatale se desserra. Conan était libre. Il chancela, déséquilibré, couvert de sang. Comme le démon revenait vers lui, de son pas traînant, et balançait ses bras simiesques pour le saisir à nouveau, Conan prit à deux mains la poignée de son épée et frappa avec la fureur du désespoir. La lame décrivit en sifflant un arc de cercle et s'enfonça dans le cou du monstre, le tranchant à moitié. Ce formidable coup aurait aisément décapité 2 ou même 3 adversaires humains, mais les tissus du démon étaient plus résistants que ceux des mortels. La créature tituba, partit à la renverse et s'écrasa avec fracas sur les dalles. Conan resta sur place, épuisé, pantelant, pointant vers le sol sa lame ruisselante. Diana se jeta contre lui, passant ses bras autour du cou du cimérien. « Je suis si heureuse. J'avais prié et demandé à Ishtar qu'il t'envoie ici. »« Allons, allons, » fit Conan, réconfortant la jeune fille par de rudes caresses. « J'ai peut-être l'air mûr pour la tombe, mais je ne suis pas encore... » Il s'interrompit. Ses yeux s'agrandirent. La créature morte se relevait. Sa tête difforme se balançait doucement sur son cou à moitié tranché. Le monstre se dirigea d'une allure incertaine vers la porte, trébucha sur le corps de la servante noire, toujours évanouie, et sortit en titubant. Il disparut dans la nuit. « Chrome et Mitra !» s'éclama Conan, repoussant la jeune fille sur le côté. Il grommela. « Plus tard, plus tard ! Tu es une gentille fille, mais je dois poursuivre cette créature. C'est le démon de la nuit dont ils parlent tous. Par Chrome, je découvrirai son gîte secret !» Il sortit d'un pas chancelant et constata que son cheval avait disparu. Une longueur de rêne pendait encore de l'anneau jusqu'à terre. L'animal avait brisé sa longe et pris la fuite, saisi de panique à la vue du démon. Quelques instants plus tard, Conan était revenu sur la grande place. Comme il se frayait à coups d'épaule un chemin à travers la foule qui vibrait et rugissait de plaisir, il vit le monstre chanceler et s'écrouler devant le magicien de Cordafa. Ce dernier se trouvait parmi le groupe de Thutmès, et se distinguait par sa grande taille. Alors qu'elle agonisait, la créature bestiale approcha la tête des pieds du sorcier. Des cris de rage montèrent de la foule. Elle avait reconnu le monstre. C'était le démon qui, depuis des années, terrifiait Méroé. Les gardes s'efforçaient toujours de contenir les Noirs, les empêchant de s'approcher du poteau de torture. Pourtant, des mains se tendirent sur les côtés et dans son dos pour attraper Muru et le jeter à terre. Dans la confusion extrême, Conan saisit quelques brides de phrases. « Tuons-le! C'est le maître du démon! À mort !» Soudain un grand silence se fit sur la place. Agira avait brusquement surgi dans l'espace dégagé par les gardes. Sa tête rasée et peinte ressemblait à un crâne. C'était comme s'il avait sauté par-dessus les Noirs massés devant le palais pour s'avancer dans l'espace découvert.
Pourquoi tuer l'instrument et non l'homme qu'il manie? S'écria-t-il. Il montra Thutmès du doigt. Il est ici, celui que sert le Cordafien. C'est sur son ordre que le démon a tué Amboula. Mes esprits me l'ont dit, dans le silence du temple de Jula. Tuez-le également. Comme d'autres mains s'emparaient de Thutmès, hurlant et se débattant, Agira désigna la plateforme où était assise la reine. Tuez tous les seigneurs. Débarrassez-vous de vos chaînes. Tuez les maîtres. Redevenez des hommes libres. Ne soyez plus des esclaves. Tuez, tuez, tuez. Conan était presque porté par la foule en délire, bousculé, serré, écrasé par les noirs qui déferlaient d'un côté et de l'autre en chantant « Tuez, tuez, tuez !» Ici et là, un seigneur était empoigné par des mains furieuses, jeté à terre, frappé, piétiné et mis en pièces. Conan cherchait à rejoindre ses gardes montés. Avec leur aide, il espérait toujours pouvoir faire dégager la place et disperser les noirs. Puis, par-dessus la tête des émeutiers, il vit quelque chose qui modifia ses plans. Un garde royal, qui tournait le dos à l'estrade, pivota brusquement sur ses talons et jeta sa lance vers la reine qu'il était censé protéger. Le projectile s'enfonça et transperça son superbe corps. Comme Tananda s'effondrait sur son siège, une douzaine d'autres lames sifflèrent et la clouèrent au trône d'ivoire. Voyant que leur reine était morte, les gardes montés se joignirent aux autres noirs pour massacrer les membres de la caste dirigeante. Quelques instants plus tard, Conan, contusionné et meurtri, les vêtements en lambeaux, mais montant un nouveau cheval, était de retour chez lui. Il attacha l'animal, se précipita à l'intérieur de la maison et sortit de sa cachette un sac rempli de pièces d'or. « Filons d'ici en vitesse !» aboya-t-il à l'adresse de Diana. « Prends une miche de pain !»« Par les enfers glacés de Niflheim ! Où est passé mon bouclier? Ah, le voici. Tu ne veux pas emporter ces jolies choses? Pas le temps. Les Noirs mettent le feu à la cité. À présent en route, vite. Monte en croupe et cramponne-toi à mon ceinturon. Avec sa double charge, le cheval traversa au galop la cité intérieure, au milieu d'une cohue indescriptible de bandes de pillards et d'émeutiers, de poursuivants et de poursuivis. Un homme bondit et essaya d'attraper la bride de l'animal. Il retomba avec un cri et fut piétiné dans un bruit d'os brisé. D'autres s'écartèrent vivement, fuyant comme des démons. Ils franchirent les grandes portes de bronze. Le cheval se lança alors au galop vers la plaine. Derrière eux, les maisons des nobles étaient livrées au pillage et à l'incendie, transformées en des pyramides de flammes jaunes. Dans le ciel, les éclairs brillaient et le tonnerre grondait. La pluie tomba soudain, torrentielle. 1 heure plus tard, l'orage s'était calmé et la pluie transformée en une bruine fine. Le cheval avançait au pas, cherchant prudemment son chemin dans les ténèbres. « Nous sommes toujours sur la route stygienne, » grogna Conan, s'efforçant de percer l'obscurité du regard. « Lorsque la nuit s'arrêtera, nous nous arrêterons également pour nous sécher et prendre un peu de repos. »« Où allons-nous » demanda la voix douce et mélodieuse de Diana. « Je l'ignore. Mais je suis là des contrées noires. On n'arrive à rien avec ces gens-là. Ils ont l'esprit aussi obtus et sont aussi stupides que les barbares de mon propre pays nordique, les Cimériens, les Aïsirs et les Vanir. Je pense que je vais faire une nouvelle tentative et tourner mes pas vers la civilisation. Et moi? Que veux-tu faire? Je peux te reconduire chez toi en Émédie, ou te garder avec moi, à toi de décider. Je crois, fit-elle d'une petite voix, que malgré la pluie, le froid et notre situation précaire, je n'ai guère envie que les choses changent. Dans l'obscurité, Conan eut un rictus silencieux et lança son cheval au galop.